Elle était immobile devant les énormes portes en bois de l'église, la main droite gelée sur la poignée dorée, le voile en dentelle française cascadant dans son dos. La robe avait coûté 150 000 €. Les orchidées blanches importées dans ses cheveux venaient en avion de Hollande. 200 invités attendèrent de l'autre côté. Tout était parfait. Absolument parfait. Jusqu'à ce qu'elle entende sa voix traversant le bois. Elle n'a pas la moindre idée que je ne fais ça que pour l'argent de son père. Le monde s'arrêta. Amélie sentit le sol vaciller sous ses pieds, comme si la terre avait décidé de s'ouvrir et de l'avaler sur place. C'était le rire de son meilleur ami, Laurent. Ce rire qu'elle avait toujours trouvé chaleureux, familier. Maintenant, il sonnait comme du verre qui se brisait. « Mec, tu es un génie. Tu l'épouses, tu attends 6 mois, et quand le vieux mourra, tu hérites de tout. » Exactement. L'idiote est tellement amoureuse qu'elle ne s'en aperçoit même pas. C'est presque triste. Presque triste. À cet instant, Amélie avait le choix. Elle pouvait s'enfuir, disparaître, laisser tout le monde se demander où la mariée avait disparu. Ou elle pouvait faire quelque chose que Marc n'attendrait jamais. Quelque chose qui changerait tout. Ces paroles ont traversé sa poitrine comme des lames aiguisées. Elle se souvint de ce matin, seulement 6 heures plus tôt, quand elle s'était réveillée entourée par ses sœurs et cousines, toutes riant, tressant ses cheveux, passant des huiles parfumées sur sa peau. La maison était remplie de musique, de joie, de femmes qui l'aimaient et la préparaient pour le jour le plus important de sa vie. Sa mère avait tenu ses mains ce matin-là, les yeux brillants de larmes qu'elle tentait de retenir. « Amélie, ma fille, tu as bien choisi. Cet homme te rendra heureuse. Je le vois dans ses yeux quand il te regarde. » Elle y avait cru. Dieu, comme elle y avait cru. Elle avait rencontré Marc à un gala de charité il y a 2 ans. Il était de l'autre côté de la salle, portant un smoking qui semblait avoir été cousu directement sur son corps. Grand, les épaules larges, avec ce sourire qui faisait s'arrêter tous les regards autour de lui. Quand il a traversé la salle vers elle, Amélie a senti comme si elle était la seule personne au monde. « Tu es la femme la plus belle que j'ai jamais vue », furent ses premières paroles. Ce n'était pas vrai, mais elle ne le savait pas encore. Il la courtisait comme dans les anciens films. Des fleurs chaque semaine, des dîners dans des restaurants où les serveurs connaissèrent son nom, des messages de bonne journée qui faisaient son cœur s'accélérer. Et 6 mois plus tard, quand il s'est agenouillé sur une plage privée au coucher du soleil, un quatuor à cordes jouant en arrière-plan, elle a dit oui avant même d'avoir vu la bague. Une bague de 5 carats, qui elle le réalisait maintenant, avait été achetée avec l'argent de la carte de crédit de son père. De l'autre côté de la porte, Marc continuait à parler, sa voix chargée d'une arrogance qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. La meilleure partie ? Son père a 72 ans, un problème cardiaque. Les médecins lui ont donné 2 ans maximum. Je dois juste supporter cette comédie de mariage heureux jusque-là, et ensuite, la liberté. Avec 21 millions d'euros à la banque. Et si elle découvre ? Découvre quoi ? Elle est complètement naïve. Elle croit que le monde est fait de contes de fées. Hier, elle me montrait des noms de bébés. Des bébés ! Comme si j'allais gaspiller ma vie avec des enfants qui pleurnichent. Amélie sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas seulement le cœur, c'était quelque chose de plus profond. L'image qu'elle avait d'elle-même. La fille intelligente qui avait obtenu son diplôme avec mention très bien. La femme qui avait créé son propre cabinet de conseil à 24 ans. La fille que son père regardait avec fierté. Idiote. Naïve. Comédie. Les paroles résonnaient dans son esprit comme des cloches funèbres. Elle devrait être là-dedans maintenant, marchant dans l'allée centrale au son d'un orgue, 200 personnes debout, souriant pour elle. Son père l'attendait de l'autre côté de ses portes, prêt à la remettre à l'homme qu'il croyait digne de sa fille. Son père. L'homme qui avait travaillé 60 heures par semaine pendant 40 ans pour construire un empire à partir de rien. L'homme qui lui avait appris à faire du vélo, qui avait pleuré quand elle était entrée à l'université, qui l'appelait encore « mon rayon de soleil ». L'homme que Marc voulait voir mourir pour pouvoir voler tout ce qu'il avait construit. Des larmes chaudes ont commencé à couler sur son visage, ruinant le maquillage qui avait pris 3 heures pour être parfait. Elle les a essuyés rapidement, mais elle continuait à venir. Elle voulait s'enfuir. Elle voulait arracher cette robe ridiculement chère, ces stupides fleurs, et disparaître. S'en aller quelque part où personne ne connaîtrait son nom. Où elle ne serait pas l'idiote qui avait failli épouser un homme qui la voyait comme un investissement financier. Elle pouvait faire ça. Il y avait une porte latérale à seulement 10 mètres de distance. Elle pouvait partir, appeler un taxi, aller à l'aéroport. Son passeport était à la maison. Elle pouvait être dans un autre pays avant que quelqu'un s'aperçoive qu'elle était partie. Mais ensuite, elle a entendu la voix de Marc à nouveau. Honnêtement, la partie la plus difficile a été de prétendre me soucier de ces conversations infinies sur les valeurs familiales et l'intégrité. Comme si ça payait les factures. Elle vit dans ce monde de fantaisie où les gens sont bons et l'amour conquiert tout. Laurent a ri. Et tu es sur le point de lui donner une dose de réalité. Quelqu'un doit bien le faire.
Quelque chose a changé dans le visage d'Amélie à ce moment-là. Les larmes se sont arrêtées. La douleur était toujours là, déchirant sa poitrine de l'intérieur, mais maintenant il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose de froid, quelque chose de tranchant. La rage. Ce n'était pas la rage explosive qui fait hurler, c'était la rage silencieuse. La rage qui réfléchit. La rage qui prépare une vengeance parfaite. Et Amélie Dubois savait exactement comment donner à Marc ce qu'il méritait. Il voulait l'argent de son père, il pensait qu'elle était trop naïve pour le découvrir, il pensait qu'il pouvait jouer avec elle, utiliser son amour comme une arme, et s'en sortir sans conséquence. Elle pensa à toutes les fois où il avait annulé des plans parce qu'il était occupé au travail. Maintenant, elle se demandait avec qui il était réellement. Elle pensa à tous ses emprunts, temporaires, pour des investissements. Cet argent qui ne serait jamais remboursé. Elle pensa à la façon dont il ramène toujours les conversations vers les finances de son père, posant des questions en apparence anodines sur les testaments et les héritages. Les signes étaient tous là. Elle refusait simplement de les voir. Mais maintenant, elle voyait. Elle voyait tout avec une clarté cristalline et cruelle. De l'autre côté de la porte, elle entendait les invités s'installer, le murmure de conversation animée, quelqu'un testant le microphone. Quelque part là-dedans, sa mère était assise au premier rang, un mouchoir déjà à la main pour les larmes de joie qu'elle verserait. Son père vérifiait sa montre, se préparant à venir la chercher. Toutes ces personnes, 200 témoins, des amis, de la famille, des collègues de travail, tous attendant de voir Amélie Dubois devenir Amélie Lefebvre lors d'une cérémonie qui avait coûté 150 000 €. 150 000 € pour une imposture. Elle pourrait le démasquer maintenant. Elle pourrait ouvrir ses portes et crier la vérité pour que tous l'entendent. Mais où était la justice là-dedans? Il serait humilié quelques mois, puis il oublierait. Il trouverait une autre femme naïve à duper. Une autre famille à voler. Non, ce n'était pas suffisant. Elle se souvenait de quelque chose que sa grand-mère répétait souvent. Une femme qui avait survécu à 3 dictatures et 2 guerres. La vengeance froide n'est pas seulement plus savoureuse. Elle est plus efficace. Amélie regarda son reflet dans la vitre de verre à côté de la porte. La robe en dentelle, le voile, les orchidées. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle devrait ressembler. Une mariée radieuse sur le point de commencer sa nouvelle vie. Parfait. Elle respira profondément, lissa les plis invisibles de la robe, redressa sa posture. Elle vérifia son maquillage dans un petit miroir. Les larmes avaient légèrement taché le mascara, mais rien d'irréparable. Elle travailla rapidement, ses doigts fermes et précis, jusqu'à ce que son visage soit impeccable à nouveau. Magnifique, composée, confiante, exactement comme devrait être une mariée. De l'autre côté de la porte, Marc parlait d'une voiture neuve qu'il envisageait d'acheter avec son argent. Elle s'en fichait désormais. Il pouvait planifier ce qu'il voulait. Aucun de ses plans ne se réaliserait. Parce que Amélie Dubois n'était pas l'idiote naïve qu'il pensait qu'elle était. Elle était la fille de Jean Dubois, un homme qui avait bâti un empire à partir de rien. Elle avait son sang, son intelligence. Et maintenant, sa rage froide et calculée. Marc voulait jouer à des jeux. Elle allait lui montrer ce que c'était, un vrai jeu. Elle ajusta le bouquet de roses blanches. Elle vérifia ses chaussures. Elle lissa le voile une dernière fois. Puis, d'un geste d'une calme apparence, d'une normalité feinte, elle tendit la main et poussa la porte de la chapelle. Les gonds firent un léger bruit en s'ouvrant. Marc et Laurent se retournèrent brusquement, leurs expressions passant de la culpabilité à la panique en une fraction de seconde. Mais Amélie ne les regardait plus. Elle regardait le couloir devant elle, où 200 personnes commençaient à se lever, où la musique commençait à jouer, où son père l'attendait avec des larmes aux yeux et un sourire sur le visage. Elle sourit. Ce n'était pas le sourire timide et heureux qu'elle avait pratiqué dans le miroir. C'était autre chose. Quelque chose qui fit Marc reculer d'un pas. « Chérie », dit-elle, sa voix aussi douce que du miel empoisonné. « C'est l'heure. » La chapelle explosa en murmures admiratifs quand elle apparut enfin au bout du couloir. La robe blanche s'écoulait autour d'elle comme de l'eau, chaque perle brodée captant la lumière des chandeliers et la transformant en une vision éthérée. Mais ce n'était pas seulement la robe qui coupait le souffle aux invités. C'était sa façon de marcher. La tête haute, les épaules en arrière, un sourire énigmatique aux lèvres. Pas de larmes de joie, pas de tremblement, juste un calme troublant, presque surnaturel. Le marié respira profondément, soulagé. Un moment, il avait craint qu'elle ait entendu. Mais regardez-la, rayonnante, sereine, clairement trop émue pour parler. Il ajusta sa cravate et sourit, ce sourire charmeur qu'il avait perfectionné pour séduire. Ça marchait toujours, mais s'il avait regardé de plus près, il aurait remarqué quelque chose d'étrange. Ses yeux n'avaient pas cette lueur rêveuse typique d'une mariée amoureuse. C'étaient des yeux calculateurs, des yeux qui avaient vu trop, des yeux qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Elle atteignit l'autel et prit ses mains. Chaudes, douces,
les mêmes mains qui avaient tenu les siennes tandis qu'il jurait l'amour éternel. Les mêmes mains qui, une demi-heure plus tôt, caressaient quelqu'un d'autre tandis qu'il riait de sa naïveté. Le prêtre commença la cérémonie par les paroles traditionnelles. « Bien-aimés, nous sommes ici réunis en présence de Dieu et de ses témoins pour unir cet homme et cette femme en mariage sacré. » Sacré. Le mot résonna comme une blague cruelle dans son esprit. Mais elle garda son sourire. Elle garda son sang-froid, parce qu'elle avait un plan, et rien, absolument rien, ne la ferait dévier. Le prêtre continua, sa voix monotone se déroulant sur les vertus du mariage. Fidélité, honnêteté, respect mutuel. Chaque mot était un mensonge, mais les invités écoutaient avec une révérence appropriée, leur tête oscillant en accord solennel. Puis vint le moment des vœux. « Acceptez-vous cet homme comme votre légitime époux ?» demanda le prêtre. « Pour l'avoir et le tenir, dans la joie et la tristesse, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Elle hésita, juste une seconde si brève que la plupart des invités ne l'avaient même pas remarqué. Mais le marié l'avait remarqué. Son cœur s'accéléra, la panique revenant un instant. Puis elle sourit, ce sourire mystérieux qu'il ne pouvait jamais complètement déchiffrer. « J'accepte, dit-elle, sa voix claire et ferme. J'accepte de voir exactement qui vous êtes. J'accepte de connaître chaque vérité que vous avez essayé de cacher. J'accepte de rester à vos côtés jusqu'à ce que la justice nous sépare. » Les invités soupirent à l'unisson, pensant que c'était juste des nerfs transformés en paroles romantiques. Le prêtre hocha la tête en approbation. Même le marié se détendit, interprétant cela comme une déclaration passionnée de dévouement. Seule elle savait le vrai sens de chaque parole soigneusement choisie. C'était maintenant à lui de faire ses vœux. Il récita les paroles avec une conviction exercée, sa voix résonnant dans la chapelle. « Je promets de vous aimer, de vous honorer, de vous être fidèle en toutes choses. » Fidèle. Le mot faillit la faire rire à haute voix, mais elle transforma l'impulsion en une expression d'admiration émue, les yeux brillants de larmes retenues. Quel spectacle! Quel numéro magistral il présentait! Tandis qu'il parlait, ses yeux s'attardèrent sur les visages des invités. La plupart étaient des gens ordinaires, ses amis, sa famille à lui, des collègues de travail. Tous heureux pour eux, tous complètement ignorants du drame réel qui se déroulait sous leurs yeux. Mais alors ses yeux s'arrêtèrent sur un visage spécifique. Troisième rangée, côté gauche, une femme en robe bleu marine, tentant de passer inaperçue mais échouant lamentablement. Elle était assise étrangement rigide, les mains entrelacées bien trop serrées sur ses genoux. Et il y avait quelque chose dans son visage, une expression de satisfaction, de suffisance, comme si elle savourait une blague secrète. La complice. C'était elle. Ça devait être elle. L'autre voix qu'elle avait entendue dans ce couloir, riant avec lui sur le fait que elle ne soupçonne rien. Les yeux de la mariée se rétrécissent imperceptiblement. Elle étudie son visage. Grave chaque détail. La femme en bleu sentit le poids de ce regard et leva les yeux. Pendant un instant, leurs yeux se croisèrent. Et puis la mariée fit quelque chose d'inattendu. Elle sourit. Pas un sourire hostile ou accusateur, mais un sourire calme, presque amical. Le genre de sourire qui disait « Je te vois. Je sais exactement qui tu es. Et tu n'as aucune idée de ce qui va arriver. » La femme cligna des yeux, confuse. Le sourire l'avait perturbée. Elle s'attendait à des larmes, peut-être, ou à une ignorance béate. Mais pas à cela, pas à cette confiance tranquille et troublante. Elle détourna le regard en premier, un malaise inexplicable rampant sous sa peau. Le marié terminait ses vœux, complètement inconscient de l'échange silencieux qui venait de se dérouler. Jusqu'à mon dernier souffle. Des mensonges, tous des mensonges, mais des mensonges magnifiquement emballés dans du papier cadeau de promesses éternelles. Le prêtre bénit les alliances et ils les échangèrent, chacun glissant la bande d'or au doigt de l'autre. Le métal était froid contre sa peau, froid et lourd, comme des chaînes. « Par le pouvoir qui m'a été investi, » annonça le prêtre avec un dernier éclat, « je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Le marié l'attira près de lui, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser que la foule applaudit avec enthousiasme. Mais tandis qu'il l'embrassait, ne pensant qu'à l'argent que cela allait lui rapporter, elle pensait à quelque chose de complètement différent. Elle pensait à une matinée, 6 mois plus tôt, quand elle s'était réveillée dans l'appartement de son mari et avait trouvé une lettre à moitié brûlée dans la cheminée. Une lettre d'un avocat discutant de son héritage substantiel et lui demandant quand elle voulait transférer les fonds. Elle avait été confuse à l'époque. Quel héritage? Ses parents étaient des gens simples, des travailleurs honnêtes qui avaient à peine laissé de quoi couvrir leurs propres funérailles. Puis elle se souvint, la tante Catherine, l'excentrique tante Catherine qui avait déménagé à Lyon des décennies plus tôt et perdu contact avec la famille. La tante qui était morte silencieusement dans son appartement du quartier de la Presqu'île, sans proche, laissant une fortune modeste mais importante à sa seule nièce vivante. La mariée n'avait jamais mentionné l'héritage à son mari,
Elle prévoyait de l'utiliser pour acheter une maison. Une surprise après le mariage. Mais apparemment, il l'avait découvert. Et apparemment, cette découverte avait tout changé. Exactement combien l'avait-il dit dans le couloir? 3 millions d'euros. Elle ne le sait pas encore. 3 millions. La lettre avait donc été prudente. Et il le savait. D'une façon ou d'une autre, il l'avait découvert avant elle. Le baiser se termina, et ils se tournèrent pour faire face aux invités en tant que mari et femme. La foule explosa en applaudissements et en sifflements. Des pétales de rose tombaient en pluie sur eux, tandis qu'ils marchèrent dans l'allée, leurs mains entrelacées, leurs sourires radieux. Une imposture parfaite. La réception était installée dans une salle de fête luxueuse à quelques pâtés de maison de la chapelle. Des lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur des tables décorées de fleurs blanches et de bougies parfumées. Un orchestre jouait une musique douce dans le coin. Le champagne coulait à flots. C'était exactement la célébration dont elle avait rêvé quand ils avaient commencé à la planifier il y a 1 an, avant qu'elle ne sache qui il était vraiment. Le marié était dans son élément, passant de table en table, serrant des mains, acceptant les félicitations, buvant du champagne comme si c'était de l'eau. Son rire était trop bruyant, ses gestes trop animés. Chaque mouvement criait victoire. Il avait réussi. Il avait vraiment réussi. Pendant ce temps, la mariée restait plus silencieuse, acceptant des baisers sur les joues et des étreintes de tantes émues avec grâce éduquée. Mais ses yeux ne cessèrent de bouger, observant, cataloguant, remarquant qui parlait avec qui évitait son regard, qui semblait un peu trop nerveux. La femme en robe bleu marine était assise à une table près de la piste de danse, jouant avec son verre de vin, essayant de paraître naturelle. Mais elle ne cessait de regarder le marié. Des petits regards, rapides, comme si elle attendait un signal. Pathétique. 1 heure s'écoula. Puis 2. Le gâteau fut coupé avec la cérémonie appropriée. La première danse fut exécutée avec une perfection répétée. Des discours furent prononcés, certains amusants, d'autres émouvants. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. Et puis, quand l'horloge marqua 20 heures, quand les invités étaient suffisamment détendus par le champagne et la nourriture, quand chacun avait complètement baissé sa garde, la mariée fit son mouvement. Elle marcha jusqu'où l'orchestre faisait une pause entre les morceaux. Le chef d'orchestre la vit s'approcher et sourit. « Madame, félicitations. Voulez-vous faire une demande spéciale ?» « En réalité, dit-elle, sa voix douce comme du miel, j'aimerais demander un microphone. J'ai une annonce spéciale à faire. » « Bien sûr. » Il lui remit le microphone sans hésiter, fier de faire partie de ce moment spécial. Elle tint le microphone, sentant son poids familier dans sa main. Des années de présentation universitaire avaient vaincu sa crainte de l'estrade, et ce ne serait pas différent d'une présentation, juste avec des conséquences beaucoup plus importantes. Elle donna 3 légers coups sur le microphone. Tap, tap, tap. Le son résonna dans la salle, coupant à travers les conversations. Les têtes se tournèrent, les conversations s'arrêtèrent. Tous les yeux se fixèrent sur elle, curieux et attentifs. Le marié qui était au bar en conversation avec ses témoins se figea. Quelque chose dans sa posture, cette confiance inébranlable, ce sourire énigmatique, fit quelque chose de froid glisser le long de sa colonne vertébrale. La femme en robe bleu marine pâlit visiblement, ses mains serrant le verre de vin si fort que ses articulations blanchissaient. Et la mariée, debout sous les lumières dorées des candélabres, entourée de 200 invités expectants, dans sa robe de mariée impeccable et son bouquet encore frais, sourit. Ce sourire qui disait qu'elle savait tout, et que la véritable célébration ne faisait que commencer. Toute la salle attendait ce moment traditionnel. Le moment où la mariée, rayonnante dans sa robe blanche, remercierait les invités d'avoir célébré le plus beau jour de sa vie. Le moment où elle verserait des larmes de joie et déclarerait son amour éternel à l'homme à côté d'elle. Mais tandis qu'Amélie tenait ce microphone, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas des larmes de bonheur, c'était quelque chose de beaucoup plus puissant. C'était de la clarté, c'était de la détermination. C'était le regard de quelqu'un qui connaît la vérité absolue et s'apprête à la libérer. Le marié, Marc, était juste là, avec son sourire parfait toujours affiché sur son visage. Mais si vous regardiez attentivement, on pouvait déjà voir une légère sueur sur son front. Ses yeux, autrefois confiants, clignotaient maintenant nerveusement, parce qu'il connaissait cette expression sur le visage d'Amélie. Et au fond, très au fond, il savait que quelque chose allait terriblement mal. « Chers amis et famille », la voix d'Amélie résonna cristalline à travers le microphone, résonnant dans toute la salle de réception. Tous se penchèrent en avant, impatients. « Merci d'être ici aujourd'hui, de témoigner ce qui devrait être le jour le plus important de ma vie. » Devrait être. Les gens ont-ils remarqué le choix des mots? Certains ont froncé les sourcils. D'autres ont souri, pensant que c'était juste du nervosisme. « J'avais préparé un discours », continua Amélie, sa voix absolument sereine. « De beaux mots sur l'amour,
l'engagement et la fidélité. Mais il y a une demi-heure, quelque chose s'est passé qui a complètement changé mes plans. Le sourire de Marc commença à vaciller. Sa mère, assise au premier rang, inclina la tête, perplexe. La meilleure amie de la mariée, Sophie, troublée par l'absence inexplicée d'Amélie quelques minutes plus tôt, écarquilla les yeux. Avant de célébrer quoi que ce soit, Amélie fit une pause, ses yeux balayant chaque visage dans la salle. Il y a quelque chose que vous devez tous savoir. La salle devint absolument silencieuse. Vous auriez pu entendre une épingle tomber. Il y a 30 minutes, j'étais dans le couloir latéral de cette salle. Ce couloir tranquille, vous savez, où il n'y a généralement personne. Sa voix restait calme, mais il y avait de l'acier dans chaque parole. J'étais nerveuse, anxieuse. Alors je suis sortie un moment pour respirer, pour me calmer avant de marcher jusqu'à l'hôtel. Marc était pâle maintenant, visiblement pâle. Son témoin, Pierre, à ses côtés, semblait soudainement extrêmement intéressé par ses propres chaussures. Et c'est là, dans ce couloir vide, que j'ai entendu deux voix. Deux voix très familières, ayant une conversation très intéressante. Amélie sourit, mais il n'y avait pas de joie dans ce sourire. C'était le sourire de quelqu'un qui tient tous les atouts gagnants. Laissez-moi vous partager exactement ce que j'ai entendu. La tension dans la salle était palpable. Les gens osaient à peine respirer. Première voix, « Tu vas vraiment le faire ?» L'épouser. Amélie imita parfaitement le ton d'incrédulité. Deuxième voix, « Bien sûr que je vais le faire. C'est le plan parfait. Elle vient d'une famille riche, elle est naïve, elle croit tout ce que je dis. 2 ans mariage maximum. Après, je dépose les papiers du divorce. Je prends la moitié de tout. Et enfin, je peux vivre la vie que je mérite. » Des cris étouffés résonnèrent dans la salle. Les mains volèrent vers les bouches ouvertes. Les yeux écarquillés se tournèrent vers le marié. Mais attendez, Amélie leva un doigt, il y a plus. Car la première voix a demandé « Et ce mannequin, Chloé ?» Et la deuxième voix a répondu. Elle fit une pause dramatique. « Celle-là, je la garde. Évidemment, Amélie ne saura jamais. Elle est trop gentille pour soupçonner quoi que ce soit. » La salle explosa. Des chuchotements furieux, des exclamations de choc. La mère d'Amélie se leva de sa chaise, les mains tremblant. « C'est un mensonge !» cria soudainement Marc, sa voix perçante brisant la composure qu'il tentait de maintenir. « C'est de l'absurde. »« Amélie, tu as une crise nerveuse. C'est le stress du mariage, ma chère, tu es confuse. » Il essaya de s'approcher d'elle, mais Amélie fit un pas en arrière, gardant le microphone fermement en main. « Confuse ?» répéta-t-elle en haussant un sourcil. « C'est intéressant que tu utilises ce mot, Marc, parce que j'ai reconnu parfaitement ta voix. Chaque mot, chaque pause, chaque mensonge calculé. »« Oh, tu es folle !» insista-t-il, regardant les invités comme s'il les implorait de prendre son parti. « Je n'ai jamais dit ça. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Quelqu'un a dû imiter ma voix, ou tu as mal entendu, ou... » « Menteur !» La voix tonna de l'autre côté de la salle. C'était Pierre, le témoin, ou plutôt l'ex-témoin, l'accomplice. L'homme était debout, pâle comme un fantôme, suant profusément, les mains tremblant. « Je n'en peux plus !» Toutes les têtes se tournèrent vers lui dans un mouvement synchronisé. « Excuse-moi, Amélie. » Pierre était clairement en effondrement, sa culpabilité débordant. « Je m'excuse vraiment. J'ai dit que c'était une terrible idée. Je lui ai averti, mais il ne voulait pas écouter. Il a dit que tu ne découvrirais jamais, que c'était infaillible. »« Taistoy !» gronda Marc à son copain, son masque de bon garçon complètement en miettes maintenant. « Ferme la bouche, Pierre !» Mais c'était trop tard. La vérité était libre. Et la vérité est impossible à cacher quand les témoins commencent à parler. « Il a tout planifié », continua Pierre, les paroles jaillissant de lui comme une confession au tribunal. « Les 3 mois de fréquentation. La demande en mariage public que tu ne pouvais pas refuser. Le compte bancaire joint, qu'il pensait déjà vidé. Chloé, le mannequin, qu'il fréquente depuis plus d'1 an. Il m'a tout raconté, chaque détail. Et j'ai été assez lâche pour ne pas te le dire. » La salle était maintenant en complet chaos. La famille d'Amélie était debout, les visages rouges de rage. Les oncles avançaient vers Marc. La mère d'Amélie pleurait ouvertement, enlaçant sa fille. Le père d'Amélie, un grand homme normalement calme, avait les poings serrés. « C'est vrai alors ?» La voix grave du père d'Amélie trancha le bruit comme une lame. « Tu as planifié d'utiliser ma fille? Te la voler ?» Marc ouvrit la bouche, mais aucune parole convaincante ne sortit. Il regarda autour de lui, désespéré, cherchant une issue, cherchant quelqu'un qui le croirait. Mais tout ce qu'il vit furent des visages de déception, de rage et de dégoût. « Monsieur Dubois », Marc finit par essayer, sa voix maintenant petite, presque suppliante. « Je peux expliquer. Cela a été sorti de son contexte. Pierre ment, il est jaloux parce que... » « Jaloux de quoi ?» explosa Pierre. « Parce que j'ai une conscience ? Parce que je ne peux pas dormir la nuit en sachant que je t'ai laissé manipuler une personne innocente. » La tante d'Amélie, une femme élégante dans la 50aine, se leva et déclara à haute voix « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui ne va pas chez ce garçon.
Ce sourire était trop faux. Personne n'est aussi parfait. Je l'ai remarqué aussi, ajouta un autre parent. 3 mois de fréquentation et déjà une demande? Avec une bague de diamants très chère? J'ai dit que c'était suspect. C'était fascinant de voir comment, en quelques minutes, les alliances sociales changeaient complètement. Les gens qui une demi-heure plus tôt applaudissèrent le couple regardèrent maintenant Marc comme s'il était le pire des criminels. En somme, il l'était. Un voleur de confiance, un prédateur d'innocence, un menteur professionnel. « Vous ne comprenez pas !» essaya à nouveau Marc, sa voix maintenant se brisant, désespérée. « J'aime vraiment Amélie. Oui, j'ai dit ces choses, mais c'était juste du bavardage de mec. Tu sais comment c'est, les hommes qui disent des bêtises. Je n'aurais jamais fait ça. C'était juste une blague. » « Une blague ?» La voix d'Amélie trancha à travers le chaos comme une épée tranchante. Tous se turent à nouveau. « Tu appelles une blague le fait de planifier m'utiliser, me voler, me trahir, et ensuite me jeter comme des ordures ?» Les larmes commencèrent enfin à couler sur son visage. Pas des larmes de faiblesse. C'étaient des larmes de juste colère, de profonde trahison, d'une innocence détruite. Je t'ai fait confiance. Sa voix tremblait, mais restait forte. J'ai cru en chaque mot, en chaque promesse, en chaque « je t'aime » mensonger qui sortait de ta bouche. Marc fit un pas vers elle, mais le père d'Amélie bloqua immédiatement son chemin, un mur impénétrable de colère paternelle. « Tu ne t'approches pas de ma fille », gronda l'homme, sa voix basse et dangereuse. Et alors Marc commit l'erreur finale, l'erreur qui scella complètement sa destruction sociale. « D'accord !» rugit-il, sa frustration et sa panique explosant en une rage incontrôlée. « Vous voulez la vérité? Oui, j'ai dit ces choses, parce qu'elle est naïve. Elle croit aux contes de fées. C'est une petite fille riche gâtée qui n'a jamais eu besoin d'être intelligente parce qu'elle avait toujours papa pour tout arranger. » Le silence qui suivit était assourdissant. Marc réalisa immédiatement ce qu'il avait fait. Ses mains volèrent à sa bouche. Ses yeux s'écarquillèrent. « Non, je ne voulais pas dire, mais il était trop tard. Beaucoup trop tard, parce que maintenant ce n'était pas seulement la famille d'Amélie contre lui. C'était chaque personne dans cette salle. Même sa propre mère le regardait avec horreur et déception. « Sors !» dit Amélie simplement, sa voix calme à nouveau. Calme et définitif. Sors de mon mariage. Sors de ma vie. Sors de ma vue. « Amélie, s'il te plaît, sors !» Cette fois, c'était la mère d'Amélie qui cria, sa voix résonnant sur les murs. « Tu as entendu ma fille, dehors !» Les agents de sécurité s'approchèrent déjà. Marc regarda autour de lui une dernière fois, ne voyant que des visages de répulsion et de condamnation. Il était ruiné, socialement détruit, sa réputation en miettes. Il commença à reculer vers la sortie, trébuchant sur ses propres pieds, l'humiliation écrite sur chaque trait de son visage. « J'espère que ça en valait la peine !» cria quelqu'un de la foule. « J'espère que tes mensonges en valèrent la peine. » Et puis il disparut, expulsé, humilié, détruit. La salle explosa à nouveau en conversation, tous traitant le drame dont ils venèrent d'être témoins. Amélie était entourée de sa famille, étreinte, consolée, protégée. Mais alors elle s'éloigna doucement des étreintes et retourna vers le microphone central. Tous se turent immédiatement, curieux. « Merci, dit-elle doucement. Merci de m'avoir cru, de m'avoir soutenu, d'avoir vu la vérité. » Des applaudissements commencèrent à éclater, mais elle leva la main, demandant le silence. « Mais je n'ai pas terminé, » annonça-t-elle, et il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix maintenant. Quelque chose qui fit que tous prêtent à nouveau attention. Parce que vous voyez ce que vous ignorez. Elle fit une pause, ses yeux brillant de quelque chose qui semblait presque amusement, un amusement sinistre. J'ai découvert bien plus que cette simple conversation. Et vous ne croirez pas à ce que d'autres j'ai découvert sur qui Marc est vraiment. Les yeux des gens s'écarquillèrent. D'autres révélations? Comment cela pouvait-il devenir encore pire? Alors, s'il vous plaît, sourit Amélie, ce sourire mystérieux revenant à ses lèvres. Installez-vous confortablement, parce que cette histoire ne fait que commencer. Et ce qui vient après rendra tout ceci insignifiant. La salle entière était au bord de son siège, complètement hypnotisée, complètement engagée. Parce que si cette première révélation était si choquante, si dévastatrice, si absolument cinématographique, qu'est-ce qui pouvait venir après? Et Amélie? Amélie savait exactement ce qui venait après. Et elle était sur le point de déclencher une bombe qui changerait tout. Le fiancé tenta de reculer, tenta de lever les mains dans un geste pathétique d'apaisement. « Attends, laisse-moi expliquer. » « Expliquer quoi? Expliquer quoi ?» La voix du père de la mariée trancha l'air comme une lame. « Expliquer comment tu as prévu de voler ma fille? Expliquer comment tu as essayé de détruire sa vie ?» Les invités se sont instinctivement déplacés, bloquant toutes les sorties. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il n'y avait aucun moyen d'échapper au jugement, qui était sur le point de s'abattre sur lui. La meilleure amie commença à trembler. Ses jambes cédaient sous elle, et elle se rattrapa à la table, son visage s'effondrant en panique pure. Je ne savais pas que ça irait aussi loin.
Je venais juste. Il a dit que j'étais quoi? La mariée fit un pas en avant, sa voix calme mais chargée de pouvoir. Que j'étais facile, que j'étais bête, que je serais une victime parfaite. Le silence était absolu. Chaque mot tombait comme une condamnation. Vous avez tous les deux fait une erreur. La mariée leva la main et son père lui mit entre les mains une enveloppe épaisse. Une terrible erreur. Le fiancé regarda l'enveloppe, et pour la première fois, quelque chose au-delà de l'arrogance brilla dans ses yeux. La peur. Vous aviez pensé que vous me connaissiez? La mariée ouvrit l'enveloppe lentement, savourant chaque seconde. Vous pensiez savoir ce que je valais. Vous pensiez savoir avec qui vous aviez affaire. Elle retira le premier document. Un diplôme. Une université de prestige international qui fit les yeux de tous s'écarquiller. Vous aviez vu une femme douce et aviez confondu cela avec la faiblesse. Elle posa le diplôme sur la table pour que tous le voient. Vous aviez vu quelqu'un qui avait choisi d'être humble et aviez pensé que c'était un manque d'options. Le deuxième document. Un acte, des propriétés. Plusieurs propriétés à des adresses qui firent les invités chuchoter entre eux. Vous aviez regardé ma simplicité et n'aviez pas réalisé que c'était un choix. Sa voix se renforçait, gagnant en puissance. Vous n'aviez pas réalisé que je pourrais avoir n'importe quoi. Vous n'aviez pas réalisé que je vous ai choisi. Le fiancé recula davantage d'un pas, son visage pâlissant à mesure qu'il comprenait l'ampleur de son erreur. Le troisième document tomba sur la table avec un son qui résonna comme un tonnerre. Des contrats d'entreprise, des actions, des parts dans des sociétés qu'il ne connaissait que par leur nom dans les nouvelles financières. Mais ce que vous ne saviez pas. La mariée fit une pause, laissant la tension atteindre son apogée maximal. Ce que vous n'aviez jamais imaginé. Elle retira le dernier document. Un certificat. Un nom de famille qui fit le sang quitter complètement le visage du fiancé. Je suis héritière de la famille Beaumont. La salle explosa en exclamations étouffées. La famille Beaumont. L'une des dynasties les plus puissantes du pays. Une fortune ancienne. Une influence qui s'étendait sur des générations. Non. Le fiancé chancela comme s'il avait reçu un coup physique. Non. Tu ne m'as jamais dit. Tu n'as rien dit du tout. Jamais quoi? La mariée pencha la tête, ses yeux brillants d'une froideur qui faisait sembler l'air glacé. Jamais je n'ai étalé ma richesse? Jamais je ne me suis vanté? Jamais je n'ai utilisé mon nom de famille pour impressionner? Elle rit, mais il n'y avait aucun humour dans ce son. Seulement une justice froide et calculée. J'ai caché qui j'étais parce que je voulais savoir si tu m'aimais vraiment. Si tu aimais la femme, pas la fortune. Sa voix se brisa un instant, montrant la douleur réelle sous l'armure. Je t'ai donné la chance de m'aimer pour ce que je suis. Et tu as choisi de me trahir pour ce que tu pensais que j'avais. Le marié agrippa le bord de la table, ses doigts blancs de tension. Son monde s'effondrait, brique par brique, révélation par révélation. Tu sais ce qu'il y a de plus drôle? La mariée sourit, mais c'était un sourire sans chaleur. Ton plan ridicule pour tout avoir. Tu n'aurais obtenu que des miettes. L'appartement que tu convoitais tant, je le loue. La voiture? Empruntée à mon frère. Les bijoux? De la camelote. Elle fit un geste vers les documents éparpillés sur la table. Mon véritable patrimoine que tu n'as jamais vu. Parce que je ne l'ai jamais permis. Parce que je voulais être sûr. Sa voix s'endurcit. Et tu as prouvé exactement qui tu es. La meilleure amie sanglota, tombant à genoux. Je ne savais pas. Si j'avais su. Je jure que je ne... Tu ne savais pas quoi? La mère de la mariée avança, son visage contorsionné de fureur maternelle. Tu ne savais pas que tu poignardais quelqu'un dans le dos? Tu ne savais pas que tu détruisais une vie? Tu en savais assez. Le père de la mariée la pointa du doigt, sa voix tonnant à travers la salle. Tu savais que tu trahissais une amitié. Tu savais que tu conspirais pour voler. Tu savais que tu mentais et que tu manipulais. Ses parents s'approchèrent, formant un demi-cercle de jugement. La tante de la mariée parla, sa voix tranchante. Et toi? Elle pointa du doigt le marié. Tu pensais être intelligent. Tu pensais que tu gagnais un jeu. Mais tu as joué contre quelqu'un qui n'était même pas dans ta ligue. Le frère de la mariée fit un pas en avant, sa silhouette imposante projetant une ombre sur le marié recroquevillé. Tu as essayé de tromper une femme qui pourrait t'acheter 10 fois et avoir encore de la monnaie. Le cousin de la mariée ajouta, sa voix chargée de mépris. Tu as vendu ta dignité pour un plat de lentilles qui n'était même pas réel. Les invités se mirent à murmurer, leur voix s'élevant en un chœur de jugement collectif. Quelle honte! Comment a-t-il osé? Et avec sa meilleure amie. Il n'a pas de caractère. Elle mérite mieux. Des gens comme ça ne méritent pas le bonheur. Le marié regarda autour de lui, désespéré, cherchant un visage ami, une sortie, n'importe quoi. Mais il ne trouva que des regards de mépris, de dégoût, de condamnation absolue. Sa mère détourna le regard, honteuse. Ses amis reculèrent, ne voulant pas être associés à lui. Même ses frères, qui étaient venus pour célébrer, le regardaient maintenant avec des expressions de choc et d'incrédulité. « Tu le vois maintenant ?» La mariée s'approcha de lui, le forçant à la regarder. « Tu vois ce que tu as perdu?
Ses yeux se remplirent de larmes, non de remords, mais d'apitoiement sur soi-même. De compréhension tardive de sa propre stupidité monumentale. Je t'aurais tout donné. Sa voix devint douce, presque gentille, ce qui était d'une certaine manière pire que la colère. Mon cœur, ma loyauté, toute ma vie, et finalement, oui, ma fortune aussi. Elle toucha légèrement son visage. Un dernier geste de tendresse qui coupa plus profondément que n'importe quelle accusation. Le marié ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il n'y avait pas de parole. Il n'y avait pas d'excuse. Il n'y avait pas moyen de défaire ce qui avait été révélé. Et elle, la mariée se tourna vers la meilleure amie, toujours à genoux sur le sol. Mon amie depuis l'âge de 8 ans. La personne en qui j'avais confiance avec mes secrets, mes espoirs, mes peurs. La femme sanglota, tendant les mains en supplication. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'envie ?» La tante de la mariée déclara, sa voix résonnant dans la salle. « La pure et simple envie. Elle t'a toujours envié. » L'une des cousines parla. « Elle a toujours voulu ce que tu avais. Elle a toujours essayé d'être toi. Et quand elle a vu que tu étais heureuse, elle ne l'a pas supporté. » Une autre invitée ajouta. « Alors elle a décidé de détruire. » La meilleure amie secoua la tête frénétiquement, mais ses propres yeux l'ont trahi. Parce que c'était vrai, et tout le monde pouvait le voir. « Vous deux !» La mariée recula, créant une distance physique et émotionnelle. « Vous deux méritez l'un l'autre. » Elle regarda sa famille, les invités qui la soutenaient, toutes les personnes qui étaient venues témoigner ce qui aurait dû être son union. Mais je mérite mieux. Et lentement, délibérément, elle retira la bague de fiançailles de son doigt. Le diamant capta la lumière, brillant pour un dernier moment avant qu'elle la pose sur la table à côté de tous les documents qui prouvaient qui elle était vraiment. Je t'ai aimé vraiment. Sa voix était ferme, définitive. Tu n'as aimé que ce que tu pensais que je pouvais te donner. La bague restait là, un symbole rejeté. Une promesse brisée. Un avenir annulé. Et c'est la différence entre nous. La mariée redressa les épaules, retrouvant sa dignité complète. J'avais l'amour à offrir. Tu n'avais que la cupidité. Le marié regarda la bague, la femme qu'il avait perdue, la fortune qui ne serait jamais la sienne. Et finalement, tout entier, son visage s'effondra. Pas en larmes de remords, mais sous le poids écrasant de comprendre l'ampleur catastrophale de sa propre trahison. Il n'avait pas seulement perdu une femme. Il avait perdu une partenaire, une fortune, un avenir, et toute sa dignité aux yeux de tous ceux qu'il connaissait. La meilleure amie continuait à sangloter sur le sol, mais personne ne se bougea pour la réconforter. Elle avait fait son choix. Maintenant, elle en affrontait les conséquences. Les invités regardèrent la mariée avec une nouvelle compréhension, un nouveau respect. Elle n'était pas juste une femme trahie. Elle était une force, une héritière, une personne de substance réelle qui avait été mise à l'épreuve et qui avait émergé non brisée, mais renforcée. Maintenant, vous savez. La mariée regarda autour de la salle, sa voix atteignant chaque coin. Maintenant, tout le monde sait qui je suis vraiment. Elle fit une pause, laissant le moment respirer. Et plus importante encore, ses yeux se tournèrent vers le marié et la meilleure amie, maintenant détruits devant elle. Maintenant, tout le monde sait qui vous êtes vraiment. Le jugement était complet. La vérité était révélée. La justice avait été servie. Et la mariée restait là, debout au milieu des décombres de ce qui aurait dû être son jour de mariage. Non pas comme une victime, mais comme une gagnante. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de s'abaisser au niveau de celui qui vous a trahi. C'est simplement de révéler qui vous avez toujours été. Et de laisser la vérité faire le reste. Et puis, avec toute la dignité qui restait dans son cœur brisé, la mariée se tourna. Elle ne courut pas. Elle ne cria pas. Elle ne se cacha pas. Elle marcha simplement. Pas à pas, la tête haute, elle traversa la nef centrale de l'église. La même nef qui aurait dû la mener dans les bras d'un amour vrai. Le même chemin qui la conduisait maintenant vers la liberté. Le voile pendait toujours de ses cheveux. Le bouquet était toujours dans ses mains. Mais tout avait changé. Chaque pas était une déclaration silencieuse. Je ne serai pas défini par votre trahison. Alors qu'elle marchait, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les invités, un par un, ont commencé à se lever. Pas pour l'applaudir, pas pour la consoler, mais simplement pour témoigner, pour reconnaître qu'ils étaient témoins de quelque chose de rare en ce monde. Une femme choisissant sa dignité avant tout. La lumière du soleil traversait les vitraux colorés de l'église, créant un chemin de couleurs à ses pieds. Rouge, bleu, or, comme si même la lumière rendait hommage à son courage. À l'extérieur, le monde continuait. Les oiseaux chantaient, le vent chuchotait dans les arbres. La vie se poursuivait, indifférente au drame humain qui venait de se dérouler. Mais à l'intérieur de l'église, le chaos régnait. Le marié, toujours à genoux, tentait de trouver des paroles. N'importe quelle parole. Mais sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Que peut-on dire quand votre avidité est exposée devant tous ceux que vous connaissez? La complice? Elle s'était recroquevillée contre le mur,
sa robe extravagante ressemblant maintenant à un costume ridicule. Les faux bijoux autour de son cou captèrent la lumière, chaque reflet un rappel de sa complicité. Et la famille du marié? Ah, ils ont été les premiers à agir. Sa mère a été celle qui a commencé. Elle s'est levée de la première rangée, son visage transformé par la honte et la colère. Sans un mot, elle a rassemblé son sac, s'est détournée de son fils et a marché vers la porte. Un geste simple, mais dévastateur. Parce que dans de nombreuses cultures africaines, quand une mère tourne le dos à son fils, ce n'est pas juste un rejet. C'est un exil spirituel. C'est dire « vous n'êtes plus de mon sang ». Le père l'a suivi. Puis les oncles, les tantes, les cousins. Une procession silencieuse de désapprobation. Et alors qu'ils partaient, quelque chose d'intéressant s'est produit. La famille de la mariée ne les a pas suivis. Ils sont restés. Non pas par manque de colère. Oh, la colère était là, brûlant dans leurs yeux. Mais ils sont restés parce qu'ils savaient quelque chose d'important. Cette histoire n'était pas encore terminée. À l'extérieur, la mariée s'est finalement arrêtée de marcher. Ses jambes, qu'il avait portées avec une telle force, ont soudainement vacillé. Elle s'est appuyée contre un vieil arbre, ses racines profondes et fortes, témoins de décennies d'histoires humaines. Et c'est alors que cela s'est produit. Les larmes sont venues. Pas les sanglots dramatiques que vous voyez dans les films. Pas les gémissements d'agonie auxquels vous vous attendriez. Mais des larmes silencieuses qui dégoulaient sur son visage comme des rivières de douleur pure. Parce que, voyez-vous, la force et la douleur ne sont pas des opposés. Vous pouvez être incroyablement fort et rester brisé à l'intérieur. Vous pouvez choisir la dignité et sentir que votre cœur a été arraché de votre poitrine. Et elle sentait, mon Dieu, comme elle sentait, non seulement la trahison, non seulement l'humiliation, mais la perte de l'avenir qu'elle avait imaginé. Les enfants qui ne viendraient jamais, les anniversaires non célébrés, les petites joies de la vie partagée qui n'étaient maintenant que de la fumée. Elle a pleuré pour tout cela. Et c'était correct. C'était sa mère qui l'a trouvée ainsi. La femme plus âgée s'est approchée silencieusement, comme seules les mères savent le faire, et a enveloppé sa fille dans ses bras. Pendant un long moment, elles n'ont rien dit, parce que parfois, les mots sont trop petits face à l'immensité de la douleur. Mais alors, la mère a parlé. Et quand elle l'a fait, sa voix portait la sagesse de génération. « Ma fille, dit-elle doucement, laisse-moi te raconter une histoire que ma grand-mère m'a confiée quand j'étais jeune. » Et là, sous ce vieil arbre, alors que le soleil filtrait à travers les feuilles, elle partagea une vieille fable de son peuple. Il était une fois une calebasse d'or qui était remplie des plus belles eaux. Un jour, quelqu'un a essayé de voler cette eau en faisant un trou dans la calebasse. L'eau s'est échappée, oui. Mais sais-tu ce qui a été révélé quand la calebasse s'est vidée? La mariée a secoué la tête, les larmes mouillant toujours son visage. L'or lui-même, conclut sa mère, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. Parce que quand tu enlèves ce qui est temporaire, ce qui reste est ce qui a toujours été vrai. Il a volé ton eau, ma fille, mais il ne peut pas toucher à ton or. Ta dignité, ta force, ta valeur, c'est de l'or. Et l'or ne peut pas être volé. Des paroles simples, mais qui portèrent le poids de siècles de femmes survivants, résistants, prospérants. Et quelque chose a changé sur le visage de la mariée. Les larmes coulaient toujours, oui. Mais ses yeux ont commencé à briller de quelque chose de nouveau. Reconnaissance. Compréhension. Le premier éclair de guérison. Pendant ce temps, les nouvelles de ce qui s'était passé se propageaient comme un feu dans l'herbe sèche. Dans une communauté unie, les secrets ne durent pas longtemps. Et celui-ci, ce n'était pas un secret. C'était un scandale. Dans les rues, dans les magasins, dans les marchés, partout, les gens en parlaient. Avez-vous entendu ce qui s'est passé au mariage? Le courage de cette jeune fille. Et cet homme sans honte. Mais ce qui a été le plus dévastateur pour le fiancé et sa complice, ce n'était pas les paroles, c'était les actions. Les portes ont commencé à se fermer, littéralement. Le magasin où travaillait le fiancé? Le propriétaire, un homme respecté dans la communauté, a clairement indiqué que les services de quelqu'un sans caractère n'étaient au plus nécessaires. La maison qu'il louait? Le propriétaire s'est présenté avec un avis d'expulsion. Je ne veux pas ce genre de personne dans ma propriété. Même au marché, les vendeuses, ces mêmes femmes qui avaient l'habitude de le saluer avec des sourires, se détournaient quand elles le voyaient passer. La complice a fait face à un sort similaire. Les amis qu'elle pensait avoir? Elles ont disparu comme du brouillard sous le soleil du matin. Les hommes qui avaient l'habitude de l'admirer pour sa beauté, ils la voyaient maintenant comme elle l'était, quelqu'un disposé à détruire le bonheur d'une autre femme par avidité. Les faux bijoux qu'elle avait achetés avec l'argent volé, elle a essayé de les vendre, mais personne ne voulait toucher à quelque chose associé à une telle trahison. C'est drôle comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Vous pouvez penser que vous pouvez tromper les gens. Vous pouvez croire que vos actions n'auront pas de conséquences. Mais la vérité est comme la lumière du soleil, finalement, elle trouve son chemin à travers chaque fissure. Et quand elle le fait, elle révèle tout.
Pendant ce temps, quelque chose de beau se produisait autour de la mariée. Sa communauté, non seulement sa famille, mais toute la communauté, s'est rassemblée pour la soutenir. Les femmes plus âgées sont venues avec de la nourriture, s'assurant qu'elles mangent même quand elles n'avaient pas d'appétit. Les amis arrivaient juste pour s'asseoir en silence, offrant le réconfort d'une présence aimante. Même des connaissances, des gens qui la connaissaient à peine, s'arrêtèrent dans la rue pour dire « Vous avez fait la bonne chose, vous êtes une inspiration ». Et lentement, très lentement, quelque chose a commencé à changer. La douleur n'a pas disparu. La douleur comme celle-ci ne disparaît pas du jour au lendemain, mais elle a commencé à se transformer. D'une blessure ouverte et sanglante en quelque chose de différent. Quelque chose qui pourrait éventuellement guérir. 3 mois après le mariage qui n'a jamais eu lieu, la mariée a fait quelque chose de symbolique. Elle a pris la robe de mariée, cette belle création blanche qui avait été tachée par tant d'émotions, et l'a transformée. Avec l'aide d'une couturière locale, elle l'a redessinée en quelque chose de nouveau. Une robe de soirée. Pas blanche, mais bleue. Bleue comme le ciel après une tempête. Pourquoi ? Demanda son ami en observant la transformation. Parce que, répondit la mariée, un petit sourire touchant ses lèvres pour la première fois en moi, je ne vais pas laisser sa trahison définir la beauté qui existe encore dans ma vie. Cette robe mérite une nouvelle histoire. Et moi aussi. C'était un petit moment, mais significatif, parce qu'il montre que la récupération n'est pas un grand geste dramatique. C'est une série de petits choix. Choisir de se lever. Choisir de sourire. Choisir de croire que l'avenir peut être différent du passé. Et puis, 6 mois après ce jour fatidique à l'église, quelque chose de remarquable pouvait être observé. 2 chemins, 2 vies, se déplaçant dans des directions complètement différentes. La mariée, elle a fleuri. Elle est retournée aux études qu'elle avait abandonnées pour planifier le mariage. Elle a découvert une passion pour le travail communautaire, aidant d'autres femmes confrontées à la trahison et aux abus. Sa force, testée par le feu, est devenue quelque chose qu'elle partageait avec les autres. Vous la verriez le matin en marchant vers l'université, des livres sous le bras, un vrai sourire sur son visage. Non pas celui, forcé de la douleur cachée, mais le sourire authentique de quelqu'un qui avait trouvé un but dans les cendres. Sa famille, déjà proche, est devenue encore plus unie. Les dîners se sont transformés en célébrations de survie. Des rires résonnaient à nouveau dans la maison. Et les femmes de la communauté, elles la voyaient avec une admiration silencieuse. Parce qu'elle était devenue une preuve vivante de quelque chose d'important. La trahison n'a pas besoin d'être la fin de votre histoire. Elle peut être le début d'un chapitre beaucoup meilleur. Mais le fiancé et sa complice, leurs chemins étaient très différents. Vous les verriez occasionnellement, des figures diminuées dans les ombres de la communauté. Le fiancé, qui autrefois marchait avec arrogance, marchait maintenant courbé, comme s'il portait un poids invisible. Les emplois étaient rares, le respect inexistant. Les amis, un concept lointain. La complice avait quitté Paris, incapable de supporter les regards de jugement. Mais même dans un nouvel endroit, les ombres de la trahison la suivaient. Parce que vous pouvez fuir un endroit, mais vous ne pouvez pas fuir vous-même. Et cet argent qu'ils avaient tant convoité, l'argent de la dot qui les avait aveuglés à la décence, il a disparu en avocat, en dette, en conséquences qu'ils n'avaient jamais prévues. C'est une loi universelle, gravée dans la structure même de l'univers. On récolte ce que l'on sème. Et ils avaient semé la cupidité, la trahison et la tromperie. Maintenant, ils récoltaient la moisson amère de ces graines. Mais cette histoire ne concerne pas eux, n'est-ce pas? Elle concerne elle. Une femme qui a choisi la dignité quand il aurait été bien plus facile de choisir la vengeance. Qui a choisi la guérison quand il aurait été justifiable de choisir l'amertume. Et alors que le soleil se couche sur cette phase de son voyage, une chose devient limpide. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est simplement bien vivre. C'est transformer ta douleur en pouvoir, ta trahison en triomphe. C'est devenir tellement brillante, tellement forte, tellement irrémédiablement toi-même, que ceux qui ont tenté de te diminuer ne peuvent que regarder en silence tandis que tu t'élèves. Et s'élever, elle l'a fait. Mais son histoire, mes amis, n'est pas encore terminée. Car 1 an après ce jour qui a tout changé, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Quelque chose qui prouverait, au-delà de tout doute, que lorsqu'on choisit la dignité, l'univers a une manière d'honorer ce choix. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est une histoire qui mérite d'être racontée avec tout le soin et l'attention. Car parfois, la vie te surprend. Parfois, quand tu penses avoir vu tout ce que ton voyage a à offrir, le destin prépare un rebondissement que personne ne pourrait prévoir. Et ce rebondissement, il changerait tout une fois de plus. Et ce fut simplement la continuation de la transformation d'Amélie. Dans les mois qui ont suivi le mariage qui n'a jamais eu lieu, elle n'a pas seulement reconstruit sa vie, elle l'a réinventée complètement. Aujourd'hui, Amélie n'est pas seulement la jeune femme qui a survécu à la trahison.
Elle est devenue une femme d'affaires prospère, avec son propre cabinet de consultation en gestion d'événements d'entreprise. Son entreprise, née de la douleur d'organiser un mariage qui s'est transformé en vengeance, est devenue une référence dans la région parisienne. C'est ironique, n'est-ce pas? La femme dont le propre mariage a été détruit par la cupidité aide maintenant d'autres personnes à créer des moments véritablement mémorables. Mais le succès professionnel n'est que partie de l'histoire. La relation d'Amélie avec sa mère, autrefois marquée par le désespoir et les larmes, fleurit maintenant dans la gratitude mutuelle. Elles sont devenues plus que mère et fille. Elles sont devenues des alliés, complices dans l'art de transformer la douleur en objectif. Et son père, cet homme humble qui travaillait sans relâche en menuiserie, jouit maintenant du bien mérité repos de ses années de labeur. Amélie a pu lui offrir ce qu'il avait toujours convoité. La certitude que sa fille va bien, non pas parce qu'elle a trouvé un homme pour la sauver, mais parce qu'elle s'est sauvée elle-même. La différence saute aux yeux. Sur les photos de ce qui aurait dû être son mariage, Amélie souriait. Mais c'était un sourire performatif, obligatoire, ce type de sourire qu'on force quand tous les yeux sont braqués sur soi. Maintenant, quand tu la vois sur les réseaux sociaux, lors d'événements, ou simplement en train de prendre un café avec des amis, le sourire est complètement différent. C'est authentique, c'est libre. C'est le sourire de quelqu'un qui n'a pas besoin de simuler le bonheur pour quiconque. Ce n'était pas la joie répétée d'une mariée qui remplit les attentes. C'est la joie authentique d'une femme qui se connaît profondément. Et puis, 6 mois après ce jour inoubliable, quelque chose de remarquable s'est produit. Amélie a été invitée à parler à une conférence sur l'entrepreneuriat féminin à Paris. L'auditorium était bondé, plus de 500 femmes, jeunes et plus âgées, de différents horizons, toutes là cherchant de l'inspiration, des conseils, une étincelle qui les propulserait de l'avant. Quand Amélie est montée sur scène, vêtue d'un élégant blazer bleu marine qu'elle avait elle-même acheté avec le premier profit significatif de son entreprise, il y a eu un moment de silence. Elle ne ressemblait pas à une victime. Elle ressemblait à une conquérante. « Mon nom est Amélie », a-t-elle commencé, sa voix ferme résonnant à travers les haut-parleurs. « Et il y a 6 mois, j'aurais dû devenir une épouse. Au lieu de cela, je suis devenu l'architecte de mon propre destin. » L'audience s'est penchée en avant, captivée. Et puis Amélie a raconté son histoire. Non avec amertume, mais avec perspicacité. Non avec haine, mais avec sagesse. Elle a narré chaque partie. L'excitation initiale des fiançailles, la découverte accidentelle de la trahison, la décision de ne pas annuler le mariage, mais de le transformer en un moment de vérité. Quand j'ai entendu mon fiancé et ma meilleure amie rire de moi, a-t-elle poursuivi, la voix calme mais pénétrante. Mon premier instinct était de m'effondrer. Mon second était de chercher une vengeance destructrice. Mais alors, je me suis souvenu de quelque chose que ma mère disait toujours. La vengeance la plus puissante n'est pas de détruire l'autre, c'est de se construire soi-même de manière tellement brillante que les autres deviennent insignifiants. L'auditorium a explosé en applaudissements. Amélie a continué. Alors je n'ai pas détruit le mariage. Je l'ai transformé en un miroir qui reflétait qui ils étaient vraiment. Et dans le processus, j'ai découvert qui je suis vraiment. Une femme qui n'a besoin de la validation de personne. Une femme qui choisit la dignité plutôt que le drame, la sagesse plutôt que la rage aveugle. Les larmes coulaient sur les visages de dizaines de femmes dans l'audience. Ce n'étaient pas des larmes de pitié, c'étaient des larmes de reconnaissance. Combien d'entre elles avaient été trahies? Combien avaient été diminuées? Combien étaient, en ce moment même, en train de décider si elles valaient quelque chose? Et là était Amélie, prouvant que oui, qu'elle valait, que la trahison de quelqu'un d'autre ne définit pas votre valeur. Après la conférence, des dizaines de femmes l'ont approchée. Certaines voulaient des conseils en affaires. D'autres voulaient savoir comment elle avait surmonté la douleur. Et Amélie, patiente et généreuse, leur a partagé ceci. Vous n'avez pas besoin d'être défini par le pire jour de votre vie. Vous pouvez le transformer en carburant pour votre meilleur chapitre. Cette conférence n'était que le début. Amélie a commencé à être régulièrement invitée à des événements, des universités, des programmes communautaires. Son histoire résonnait parce qu'elle était universelle, non seulement sur un mariage ruiné, mais sur la dignité retrouvée, sur le fait de se choisir soi-même quand tous s'attendent à ce que vous vous effondriez. Elle a même commencé à encadrer les jeunes femmes, en particulier celles des quartiers populaires, en leur enseignant non seulement l'entrepreneuriat, mais l'autoconnaissance, sur le fait de ne jamais permettre que l'avidité ou la trahison d'une autre personne diminue de leur lumière intérieure. Mais qu'en est-il de Marc et Sophie? Que leur est-il arrivé? Voici le détail le plus délicieux de toute l'histoire. Amélie n'a absolument rien eu à faire pour les détruire. Leur propre avidité s'en est chargée. Vous souvenez-vous que Marc était assoiffé d'argent de la famille d'Amélie? Vous souvenez-vous qu'il prévoyait d'utiliser ce mariage comme un tremplin financier? Eh bien, sans ce mariage, sans cette alliance, ses plans se sont effondrés comme un château de cartes.
Son entreprise, qui dépendait d'investissements qu'il s'attendait à obtenir grâce à la famille d'Amélie, a fait faillite en moins de 4 mois. Les dettes qu'il avait accumulées, pariant sur ce mariage comme son salut financier, ont commencé à s'accumuler. Les créanciers ont commencé à réclamer. Les propositions d'investissement se sont évaporées lorsque l'histoire de la façon dont il avait humilié publiquement sa fiancée s'est propagée dans le milieu des affaires parisiens. Qui voudrait faire affaire avec un homme sans intégrité? Et Sophie? Ah, Sophie a appris une leçon que toute traîtresse finit par apprendre. S'il vous trahit avec quelqu'un d'autre, il vous trahira aussi. 3 mois après le mariage désastreux, elle a découvert Marc avec une autre femme. Et quand elle l'a affronté, furieuse, il a ri à sa face exactement comme il avait ri d'Amélie. La justice, s'est-il avéré, a un sens de l'humour poétique. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Marc vit de petits boulots, sa réputation détruite non pas par Amélie, mais par ses propres choix. Et Sophie? Elle a changé de ville, incapable de faire face à la honte d'avoir perdu sa meilleure amie pour un homme qui l'a jetée comme des ordures. Amélie a su tout cela non pas parce qu'elle les a poursuivis, mais parce que la communauté, cette même communauté qui avait été témoin de son humiliation et ensuite de sa dignité, sentait le besoin de lui en parler. « Vous aviez raison de ne pas vous abaisser », a dit une ancienne connaissance. Leur chute était leur propre œuvre. Et Amélie, avec cette sagesse qui la définit maintenant, a simplement souri et a dit « Je leur souhaite la paix. Je le souhaite vraiment. Mais cette paix devra venir de l'intérieur, tout comme la mienne est venue de l'intérieur. Sans amertume, sans triomphalisme mesquin. C'est simplement la tranquillité profonde de quelqu'un qui comprend que la vraie victoire n'est pas de voir l'autre tomber. C'est de s'élever si haut que sa chute devient sans importance pour votre paix. » Et puis, un dimanche après-midi, quelque chose de magique s'est produit. Amélie rendait visite à sa mère, et les deux prenaient le thé dans le petit jardin que son père avait cultivé avec tant de soin. La mère d'Amélie, observant sa fille, rayonnante, sereine, complètement transformée, lui a pris la main et a dit quelque chose qui resterait gravé dans le cœur d'Amélie pour toujours. « Ma fille, il y a un ancien proverbe qui dit « Une femme qui connaît sa valeur ne peut pas être diminuée par la cécité d'un autre. Quand tu étais petite, j'avais peur que tu n'apprennes jamais cela. Mais regarde-toi maintenant. Tu n'as pas seulement appris, tu es devenu l'enseignement lui-même. » Les larmes ont rempli les yeux d'Amélie. Non de tristesse, mais de gratitude profonde. Parce que sa mère avait raison. La trahison de Marc n'avait pas réussi à la diminuer. En fait, elle avait révélé quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. Une force intérieure si puissante qu'aucune trahison ne pouvait l'ébranler. « Maman, » a répondu Amélie en serrant sa main, « si je n'avais pas entendu cette conversation ce jour-là, peut-être que j'aurais épousé Marc. Peut-être que j'aurais passé des années à croire que c'était un mensonge, que c'était une farce. Mais ce moment de douleur m'a donné le plus grand cadeau possible. La connaissance de qui je suis vraiment. Et c'est une richesse que personne ne peut m'enlever. » Sa mère a souri, et dans ce sourire se trouvait la sagesse de génération. « La véritable vengeance, ma fille, c'est de vivre si bien que ceux qui ont essayé de te faire du mal réalisent qu'ils n'ont jamais eu de pouvoir sur toi. Et tu l'as fait avec une telle grâce que ton histoire enseigne maintenant à d'autres femmes à faire la même chose. » L'histoire de la fiancée qui a entendu la trahison, mais a répondu avec dignité. L'histoire de la femme qui a transformé sa plus grande humiliation en son plus grand moment de pouvoir. L'histoire qui prouvait qu'on n'a pas besoin de détruire ses ennemis. On a juste besoin de se construire de manière si magnifique qu'ils deviennent sans importance. Aujourd'hui, quand vous voyez Amélie, que ce soit dans son entreprise prospère, sur une scène inspirant des centaines de personnes, ou simplement en riant avec de véritables amis dans un café parisien, vous voyez une femme complètement libre. Libre de la trahison, libre de l'amertume, libre du besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Elle n'avait pas besoin de Marc pour la valider. Elle savait déjà qui elle était. Et c'est la plus grande leçon de toutes. Parce que, en fin de compte, l'histoire d'Amélie ne concerne pas vraiment la vengeance. Il s'agit de sauvetage, le sauvetage de soi-même des griffes de personnes qui ne l'ont jamais mérité. C'est choisir la dignité quand le monde attendait du drame. C'est transformer la douleur en but, la trahison en témoignage, l'humiliation en élévation. C'est comprendre, au fond de l'âme, que la plus grande richesse n'est pas l'argent, le statut ou la validation externe. La plus grande richesse est la connaissance de soi. Et personne ne peut voler ce que vous savez qui a de la valeur. 3 proverbes universels résument parfaitement le voyage d'Amélie. L'arbre qui reste debout après la tempête a des racines plus profondes que celles qui n'ont jamais été mises à l'épreuve. Amélie a été mise à l'épreuve par la tempête de la trahison, et ses racines, sa dignité, sa valeur, sa force intérieure se sont avérées inébranlables. Quand on sait qui on est, l'opinion des autres devient simplement un bruit lointain. Marc et Sophie pouvaient rire d'elle dans son dos, mais au moment où elle les a confrontés à la vérité, ce rire s'est transformé en cendres, parce qu'elle connaissait sa valeur, et cela était plus puissant que leur mépris. Et finalement,
La véritable victoire ne réside pas dans vaincre son ennemi, mais dans devenir si grandiose que la bataille elle-même perd son sens. Amélie n'avait pas besoin de détruire Marc et Sophie. Elle s'est simplement épanouie, prospère et complète, qu'ils ont cessé d'avoir de l'importance. Ils sont devenus des personnages secondaires dans l'histoire de sa propre grandeur. Et ainsi, l'histoire d'Amélie est entrée dans le folklore de sa communauté. Les grands-mères la racontent à leurs petites filles. Les mentors la partagent avec leurs apprentis. Les femmes confrontées à leur propre trahison se confient cette sagesse. Sois comme Amélie. Choisis la dignité. Choisis-toi toi-même. Parce qu'au final, ce n'est pas la trahison qui vous définit. C'est la façon dont vous choisissez de vous relever après. Amélie a choisi de se relever comme une reine, non pas par la couronne qu'un homme aurait pu lui donner, mais par la couronne qu'elle a elle-même forgée avec résilience, sagesse et dignité inébranlable. Et cette couronne, personne ne pourra jamais l'enlever. La dernière image qui reste est celle-ci. Amélie, entourée de jeunes femmes qu'elle guide maintenant, riant librement lors d'un événement communautaire. Il n'y a plus aucune trace de cette jeune mariée nerveuse, qui avait presque accepté une vie de mensonge. Il n'y a plus d'ombre de cette jeune fille qui a entendu sa valeur être ridiculisée. Il n'y a qu'une femme qui sait, profondément et complètement, qui elle est, et qui utilise ce savoir non pas pour une vengeance mesquine, mais pour l'élévation collective, inspirant d'autres femmes à ne jamais, jamais accepter moins qu'elles ne le méritent. Parce qu'au final, la vraie vengeance n'est pas de faire souffrir quelqu'un, c'est de vivre si bien, si authentiquement, si puissamment, que ceux qui ont essayé de vous blesser réalisent, trop tard, que vous avez toujours été bien plus grand qu'ils n'auraient jamais pu vous diminuer. Si vous regardez ceci maintenant, et que vous avez traversé la trahison, l'humiliation, des moments où quelqu'un a essayé de vous faire croire que vous ne valiez rien, rappelez-vous ceci, leur trahison révèle leur faiblesse, non votre valeur. Leur moquerie expose la pauvreté de leur caractère, non votre dignité. Et leur tentative de vous diminuer ne fait que prouver qu'ils n'ont jamais été assez grands pour être à vos côtés. Votre dignité est votre pouvoir, votre connaissance de soi est votre armure, et votre capacité à choisir la sagesse plutôt que l'amertume, l'élévation plutôt que la vengeance mesquine, c'est ce qui fait de vous non pas une victime, mais une victorieuse. Alors, comme Amélie, choisissez la dignité, choisissez la sagesse, choisissez-vous vous-même. Parce qu'au final, la personne qui connaît sa valeur n'a pas besoin de détruire personne. Elle a juste besoin de briller si intensément que tous autour d'elle réalisent « Cette femme n'a jamais été matière à rire. Elle a toujours été une leçon. » Et quelle leçon magnifique c'est!